Dans un précédent numéro du Dessous des cartes, je vous ai parlé de l'utilisation du charbon, dans sa dimension historique, technique et industrielle. Bien aujourd'hui, nous allons constater que cette source d'énergie est en fait de plus en plus utilisée, notamment par de nombreux pays émergents, et que cette énergie d'origine fossile dégage d'abondantes émissions de CO2. Le charbon est encore largement utilisé dans le monde. Il assure à lui seul le tiers du bilan énergétique mondial, 29% exactement, derrière le pétrole, mais devant le gaz. Le charbon a de multiples usages. Il peut être employé pour produire de l'électricité, de l'acier, des produits chimiques, des carburants liquides, ou même on peut en extraire du gaz. Le charbon assure 40% de la production mondiale d'électricité, avec des taux encore plus importants pour des pays comme l'Inde, la Chine, l'Australie, la Pologne ou l'Afrique du Sud. L'industrie sidérurgique aussi est très dévoreuse de charbon. 66% de la production mondiale d'acier utilise le charbon coke, et ce pourcentage est appelé à augmenter du fait de la demande des économies émergentes dans le bâtiment, la production d'automobiles ou les équipements. Ensuite, l'envolée récente des prix des hydrocarbures a renforcé cette demande en charbon, en accélérant les recherches techniques pour sortir de la dépendance vis-à-vis du gaz et du pétrole. Se sont ainsi développées récemment deux filières. L'extraction de méthane contenu dans les veines de charbon est étudiée dans de nombreux pays, et cette technique permet en outre de réinjecter du CO2 dans ces mêmes veines de charbon, donc de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, la liquéfaction du charbon, dont la technique avait été testée avec succès par l'Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid, pour contourner l'embargo qui frappait ce pays, cette technique intéresse plusieurs pays afin d'obtenir des carburants liquides autres que ceux issus du pétrole. Donc, la flexibilité d'emploi pour divers usages et les potentialités techniques actuellement explorées expliquent la consommation importante de charbon dans le monde, en particulier en Chine, aux États-Unis, en Inde, au Japon, en Afrique du Sud, en Russie, mais aussi en Allemagne. Ces grands pays consommateurs produisent leur charbon, mais ils deviennent souvent eux-mêmes importateurs, compte tenu de l'augmentation de la demande. Autre avantage encore, le prix du charbon est bas. Regardez ce graphique. En équivalence énergétique, la tonne de charbon est 2 à 3 fois moins chère que le gaz et 4 fois moins cher que le pétrole. Et ceci reste vrai malgré une augmentation des prix du charbon depuis 2007, due à la baisse des exportations des petits producteurs asiatiques comme le Vietnam, ou à cause d'inondations entraînant des fermetures de mines en Australie ou en Chine. Voilà, tous ces exemples et ces chiffres nous aident à mesurer la nette augmentation de la demande de charbon à l'échelle mondiale. Et cette hausse devrait être de plus de 2% par an en moyenne sur la période 2006-2030, selon l'Agence internationale pour l'énergie, s'il y a continuation des politiques énergétiques actuelles et s'il y a poursuite de la demande des pays émergents en électricité et en acier. À cet égard, la Chine est un cas intéressant à tout point de vue. La politique d'industrialisation initiée par la République populaire chinoise à partir de 1949 a développé l'industrie charbonnière dans le pays sur la base d'une série de plans quinquennaux. Mais aujourd'hui, l'approvisionnement énergétique du pays ne peut plus se faire selon le principe de l'autosuffisance nationale. La demande dépasse les réserves et les capacités de production, avec de nombreuses conséquences. De nouvelles zones charbonnières sont exploitées, loin des centres de consommation, le transport du charbon venant encombrer le réseau ferré national et les principaux ports. Ensuite, alors qu'il était exportateur, le pays est désormais devenu importateur, du fait de l'incroyable croissance du parc chinois de centrales thermiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Chine a construit en 2006 l'équivalent de 3 centrales à charbon par semaine. Aujourd'hui, en Chine, le mot d'ordre dans l'industrie charbonnière, c'est la restructuration et la rationalisation. Il s'agit d'abord d'améliorer la productivité des mines chinoises, leur rendement étant en moyenne de 500 tonnes par mineur et par an, contre 10 000 tonnes aux États-Unis et 12 000 tonnes en Australie.
Ensuite, il y a les questions de sécurité. 25 000 sites sont gérés par de petites exploitations charbonnières privées et le gouvernement de Pékin entend en fermer plus de la moitié d'ici 2010. Car ils échappent en fait au contrôle de sécurité et de qualité sur les émissions de gaz toxiques et de gaz à effet de serre. Et leur fermeture aurait un impact certain sur une réduction des émissions de CO2. Je vous rappelle en effet que la Chine a ratifié le protocole de Kyoto en 2002 et que la dimension environnementale est une variable fondamentale pour l'avenir du charbon, qui est le carburant fossile le plus polluant au monde. La hausse de la demande venant des économies émergentes va donc générer des élévations probablement insoutenables de la concentration de CO2, et ces hausses ne seront pas compatibles avec les engagements qu'il faudra prendre à la conférence de Copenhague de décembre 2009. Regardez cette carte venant de la fondation norvégienne Bellona. Elle permet de mesurer les émissions de CO2 sur l'environnement mondial, toutes énergies confondues. On voit bien que les émissions, c'est-à-dire la pollution, sont réparties à peu près dans le monde entier. Maintenant, si on regarde les émissions de CO2 provenant seulement de la combustion du charbon, on constate que l'essentiel des émissions de CO2 est localisé en Asie du Sud-Est et en Inde. D'où l'importance de développer des technologies réduisant l'impact environnemental du charbon, comme le captage et le stockage du CO2. Alors de quoi s'agit-il exactement? La technique consiste à séparer le CO2 avant, pendant ou après la combustion du charbon, à le comprimer, puis comme le montre le schéma, le transporter et le séquestrer vers des lieux de stockage, comme les gisements de pétrole épuisés, les veines de charbon non exploitées ou les aquifères sous-marins profonds. C'est la technique dite de charbon propre. La première centrale pilote a été mise en service en Allemagne, dans le Brandebourg, pour expérimenter cette technique à partir de la lignite. Et d'ailleurs, sans le succès de cette capture du CO2, les centrales thermiques à charbon n'auront pas d'avenir compte tenu de l'opposition des riverains ou des hommes politiques en Allemagne. L'Union européenne a d'ailleurs lancé une coopération avec la Chine, le programme COACH, regroupant 21 partenaires publics et privés, européens et chinois, pour développer justement cette technologie de capture et stockage géologique dans le bassin de Bohai en Chine. Une centrale de ce type pourrait commencer à tourner en 2014, et l'enjeu est de taille car cela laisserait à l'Union européenne une longueur d'avance dans les transferts technologiques et le traitement des gaz à effet de serre. Donc on l'a compris, il va être impossible de se passer des combustibles fossiles. Toutes les projections montrent qu'ils vont rester des composantes clés de l'approvisionnement énergétique dans les 30 prochaines années. Les prévisions indiquent que des centrales électriques fonctionnant au charbon seront construites à un rythme soutenu dans les pays en développement, et ce, au moins jusqu'en 2030. Donc le défi principal, c'est de trouver techniquement comment réduire les émissions de gaz à effet de serre produits par le charbon. La technique du captage et du stockage du CO2 est débutante, elle est très coûteuse et elle ne sera pas économiquement viable sur une large échelle avant au moins 20 ans. Donc le centre du débat est là. Les impératifs environnementaux vont se reporter de plus en plus dans l'avenir sur les pays émergents. Or, ceux-ci accusent les pays occidentaux de vouloir freiner leur développement économique sous couvert de protection de l'environnement. Eh bien, c'est ce blocage qu'il va falloir dépasser avant la conférence de Copenhague de décembre 2009. Sur ce vaste dossier, vous pouvez lire une publication de l'Institut français du pétrole, la nouvelle donne du charbon aux éditions Technip. Vous pouvez lire aussi L'après-pétrole a commencé. C'est une longue enquête du journaliste Serge Anderlin, publiée au Seuil. Il a parcouru le monde pour partir à la recherche des questions qui se posent et des nouvelles sources d'énergie qui vont pouvoir remplacer à terme le pétrole et le gaz. Vous pouvez lire aussi L'histoire du climat de Pascal Acco aux éditions Tempus. Et justement, à propos de ces questions de climat et d'énergie, vous pouvez retrouver les cartes animées de la fondation Bellona dont je viens de vous parler. C'est une ONG internationale, environnementale, qui est basée en Norvège. Et sur son site, qui est très bien fait, on peut consulter des cartes qui montrent les émissions de CO2 et les projets de captage et de stockage des gaz à effet de serre,
à travers le monde. Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations en français et aussi des références en langue allemande sur le site du dessous des cartes.